à tous et à toutes, en particulier aux plus de 800 personnes participantes à ce forum que j'ai l'honneur de faciliter dans le cadre du forum sur les énergies pour les emplois des jeunes. Et je les remercie vivement dans le cadre de cette période complexe de confinement d'avoir pris le temps nécessaire de venir écouter et se réchauffer, si je puis me permettre de parler ainsi, solairement, puisque notre thème de notre table ronde qui est comment opérer efficacement la transition énergétique vers un mix énergétique des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Et pour cela, j'ai l'honneur de faciliter les travaux avec un panel d'experts reconnus et complémentaires à aujourd'hui. Nous aurons la chance d'échanger durant 1 heure et 1 heure et quart avec une dirigeante d'un grand groupe fort connu en France, d'Engie, un financier de la Banque de l'Afrique de l'Ouest, un chercheur et enseignant et entrepreneur, je reprends les termes qui m'ont été cités aujourd'hui, et aussi comparer nos échanges aujourd'hui avec un syndicaliste. Alors, permettez-moi, avant de rentrer de vous les présenter un à un, et avant d'entamer nos travaux et nos échanges qui seront certainement riches aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Laurence Kéké, je devrais dire même docteur Laurence Kéké, qui aujourd'hui de formation d'ingénieur complété par docteur en automation, en robotique et en sciences informatiques, et diplômé d'un MBA de l'EM Lyon avec un parcours extrêmement riche dans le domaine énergétique, dans des grands groupes de renom en France, Orano, General Electric, Terre Solaire et Engie, et avec une expérience applicable dont elle va partager avec nous dans nos débats en étant directrice générale de la filiale d'Engie au Bénin, dont les responsabilités qu'elle va prendre, je crois, au 1er janvier, si les informations qui m'ont été transmises sont exactes. À côté d'elle, nous aurons la chance aussi d'échanger avec le professeur Azuma, lui-même docteur évidemment, ingénieur de formation et avant tout un chercheur puisqu'il a été professeur d'université et il continue à allier l'entrepreneuriat, la gestion d'une entreprise dans le domaine de la transition énergétique. À côté de cela, nous aurons monsieur Elie Aloko, qui est le directeur du financement environnement et climat, qui va bientôt nous rejoindre dans quelques instants. Lui-même diplômé pur financier, en l'occurrence, donc toutes les questions touchant au financement de la transition énergétique, vous pourrez lui poser avec un regard global d'une institution internationale reconnue en Afrique. Vient de nous rejoindre M. Cyril. Alors, je vous ai présenté comme un syndicaliste, ce que je n'aurais pas dû faire, mais j'ai profité de votre arrivée. Lui-même aussi ingénieur de formation et avant de rejoindre le syndicat des énergies renouvelables en France qu'il représente aujourd'hui, il a été formé à l'éducation française et aussi dans les hautes universités nord-américaines, au Québec et aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables en France et il cumule ces fonctions-là avec la responsabilité des relations internationales. La transition énergétique, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Nos débats, j'ose espérer, pour la jeunesse africaine et notamment la jeunesse togolaise, nos débats seront extrêmement riches. La transition énergétique à aujourd'hui est un mot qui est devenu dans le droit commun, dans les sémantiques communes, et pour aller vers le mix énergétique. À aujourd'hui, on y met souvent le terme de solaire. J'aurais souhaité ma première question, et je passerai la parole d'ailleurs, je souhaitais donner la parole à M. Aloko, mais comme il n'est pas encore là, mon premier point, c'est vous qui êtes présents aujourd'hui, qui êtes des experts dans le domaine énergétique et notamment dans les énergies renouvelables, chacun dans votre tour, est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes qui ne maîtrisent pas toujours l'ensemble de ces éléments, quelles sont les typologies à aujourd'hui des énergies renouvelables qui existent de manière globale,
et en particulier en Afrique. Honneur aux dames. Laurence Kéké, directrice générale de Engie Africa. Bonjour, Laurence Kéké. Donc, je développe l'activité d'Engie Power Corner au Bénin. Donc, en fait, c'est l'entité d'Engie qui développe les mini-réseaux en Afrique. Et aujourd'hui, je vais parler de la transition énergétique vue de notre fenêtre Engie Afrique, en fait. Donc, quand on parle du coup d'énergie renouvelable, ça va être à la fois des énergies solaires, des énergies éoliennes, l'hydraulique également, qui est très présent en Afrique dans plusieurs pays. Donc, en fait, finalement, les énergies renouvelables, ça va être un mix de tout ça et aussi le gaz, en fait. On peut souvent parler où ça peut être assimilé à des énergies fossiles, mais il y a aussi la possibilité de produire le gaz via des renouvelables et donc ce qu'on appelle chez Engie le gaz de vert. Peut-être pour répondre à cette première question, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir Monsieur Carabo, qui représente un syndicat français certes, mais vos membres ont certainement l'occasion de répondre à des appels d'offres, notamment en Afrique. Quelle est votre vision aujourd'hui de ce mix énergétique dans les énergies renouvelables et quelles sont, si vous avez des statistiques à partager avec nous, que vous pouvez voir, quelles sont les activités ou les fluides, hein, pour reprendre le terme dans les ENR qui existent de manière concrète en Afrique aujourd'hui. Merci Monsieur Piaka, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc je voulais préciser la notion de syndicaliste. On est avant tout une organisation professionnelle hein, qui regroupe environ 400 adhérents, pas uniquement les entreprises, principalement les entreprises, mais on accueille avec grand plaisir des centres de recherche et de développement, des organismes de formation. Et donc, l'objectif de cette organisation professionnelle, ce syndicat, c'est effectivement de représenter l'intérêt de ses membres et de faire en sorte que les énergies renouvelables se développent en France, mais également à l'international, puisque on est tous engagés dans cette transition énergétique d'énergie, vous l'avez dit, des énergies de stock, pour la plupart polluantes et donc émettrices de gaz à effet de serre, vers des énergies durables, des énergies de flux. Sur le continent africain, effectivement, comme l'a dit la représentante d'Engie, nous avons une multitude d'actions, notamment en Afrique de l'Ouest. Le mix énergétique et des études, notamment de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique française, mais également d'un certain nombre de gestionnaires de réseaux électriques démontrent que, alors à divers horizons en fonction des pays, mais qu'un mix énergétique 100% renouvelable est possible, puisque chaque énergie renouvelable dispose d'une qualité intrinsèque. On a évoqué pour le continent africain, effectivement, le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse sous toutes ses formes. On a parlé de méthanisation, en tout cas de gaz vert, hein, issu de la fermentation de nos déchets ou des résidus de l'activité agricole. Mais vous avez également, dans de nombreux pays de l'Est africain, la géothermie, qui est utilisée comme, c'est une énergie renouvelable, qui est utilisée en plus comme une énergie renouvelable de stock, puisque je dirais le principal inconvénient, ou en tout cas les détracteurs des énergies renouvelables, mettent en avant l'intermittence, ou moi je préfère la variabilité des énergies renouvelables. Intermittence, c'est du stop and go, c'est soit ça produit, soit ça ne produit pas. Variabilité, une éolienne, quand il y a un peu moins de vent, ça produit un peu moins, quand il y a un peu plus de vent, ça produit un peu plus, mais elle n'est pas en je ne produis pas ou je produis. Donc la variabilité des énergies renouvelables peut être compensée par leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire que la géothermie, l'hydroélectricité avec des bassins de stockage, les bioénergies sont des énergies renouvelables qui servent à la production d'électricité, notamment de chaleur ou de froid en base, puisque une prédictibilité sur la production, et les énergies renouvelables, éoliens, solaires notamment, servent pour la pointe, en tout cas pour un complément. Donc il y a vraiment cette réflexion sur
est-ce qu'un monde 100% renouvelable est possible? Et l'Agence internationale de l'énergie, qui n'était pas historiquement pas connue pour être une agence pro-renouvelable, par la voix de son directeur exécutif, a indiqué il y a une dizaine de jours que d'ici 2025, les énergies renouvelables seront les énergies majoritaires sur la planète. Et ça suit un peu une progression de 20 à 30% annuelle constatée sur les 10 dernières années. Donc, pour le continent africain, qui a le double challenge de cette transition énergétique d'énergie fossile, souvent importée dans beaucoup de pays, oui, et subventionnée, puisque derrière, on ne peut pas faire payer le coût réel de l'énergie aux consommateurs, et donc qui grèvent le budget de l'État, peuvent trouver leur salut vers cette transition énergétique sur des énergies. On n'a qu'à voir les coûts des derniers projets éoliens ou solaires, sur des énergies qui sont compétitives, voire très compétitives, produites localement, et qui peuvent en plus, et c'est un peu le sujet, mais on y reviendra peut-être à l'issue de cette séquence, qui sont génératrices de beaucoup plus d'emplois locaux que ne peuvent être les énergies conventionnelles. Et ça, les rapports de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, vous pouvez télécharger sur leur site internet, le démontrent chaque année. Merci beaucoup, Monsieur Carabo. J'abonde dans votre sens. Aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a un mouvement très clair dans les politiques gouvernementales africaines vers le mix énergétique, notamment sur les énergies renouvelables, qui se sont traduits récemment avec l'accord de Paris, dans lesquels un certain nombre de pays africains ont largement signé cet accord. Permettez-moi, après ce petit panorama, de manière concrète, je pose la question à Madame Laurence Kéké aujourd'hui. Je peux vous couper un tout petit peu parce que vous m'avez oublié. Non, je ne vous voyais plus, cher ami. Je ne vous voyais plus. Dites-moi. À vous la parole. Bon, merci parce que je me posais la question. Si vous allez oublier la seule personne qui est sur le sol africain et qui est en train de vivre tout ce que vous venez de dire en réalité. Bon, je me présente, je suis Yao Azuma. Je suis le directeur général de Kia Energy Group, une entreprise qui œuvre dans le solaire, l'efficacité énergétique. Nous sommes basés à Lomé, mais nous travaillons dans la sous-région. Actuellement, je suis en train de faire cette conférence depuis une petite commune rurale au Mali, où nous venons de faire la réception provisoire d'une mini-centrale solaire pour alimenter une commune rurale de près de 6 000 habitants. C'est vous dire tout simplement que nous sommes en plein dans la problématique. Et quand nous parlons d'énergie renouvelable, eh bien, tout simplement, on peut définir toute source d'énergie, une énergie renouvelable comme étant une source naturelle dont le taux d'exploitation doit être inférieur à son taux de régénération de façon naturelle. C'est très important parce que autrement, il y a beaucoup de considérations qu'on peut faire en termes d'énergie renouvelable. Je ne vais plus revenir sur l'ensemble des sources d'énergie renouvelable que mes prédécesseurs ont bien listées, mais j'aimerais souligner quand même quelque chose de fondamental. Deux choses d'ailleurs. D'abord, le soleil brille pour chaque village en Afrique. Et donc, pour moi, le solaire est incontournable dans cette transition énergétique. Je pense que ça doit donner une bonne place au solaire. Nous devons travailler à ce que cette énergie soit de plus en plus bien vulgarisée, accessible un peu partout, parce que c'est la ressource la plus ou bien la mieux distribuée en Afrique. Et puis, l'efficacité énergétique, parce que souvent, quand nous parlons de l'énergie, nous oublions souvent ce volet parce que les deux couplets vont permettre une accélération d'accès aux services énergétiques dans nos milieux. Il ne faut pas utiliser des systèmes énergivores
pour rien du tout. Il faut les rendre plus efficaces et les adapter aux besoins locaux. Je pense que nous aurons le temps d'en parler amplement. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là et je vous repasse la parole. Merci. Merci, professeur. C'est une bonne transition puisque je voulais poser la question de manière concrète à Madame Laurence Kéké, de manière visible, puisque la parole aujourd'hui est libre et libérée. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de projets d'énergie renouvelable que vous réalisez en Afrique? Et je rebondis en même temps, donc il y a une double question à ce que disait M. Karabo. Quel a été l'impact pour que les jeunes qui nous écoutent, les 800 jeunes qui sont basés au Togo, mais aussi, je crois, dans la sous-région, la nature des emplois qui ont été créés pour qu'on ait un premier dimensionnement. Et je proposerai au professeur Azuma de compléter à travers ses propres expériences avec des exemples précis. Merci. Merci. Merci de me redonner la parole. Donc, effectivement, en termes de développement dans les énergies renouvelables au sein d'Engie aujourd'hui, Engie en Afrique, on est présent sur toutes les chaînes de valeur et précisément présent à la fois sur le développement des énergies qui permettent le on-grid, ce qu'on va appeler le réseau, en fait, pour développer, par exemple, nous développons des centrales solaires dans certains pays, comme au Sénégal, on a travaillé sur des projets. À Djibouti, récemment, on a gagné un appel d'offres pour développer des champs solaires pour pouvoir injecter dans le réseau. Donc ça, c'est un des aspects sur lesquels les équipes travaillent fortement. On est également présent et beaucoup présent sur le hors-réseau, le off-grid, ce qu'on va appeler le off-grid. C'est vraiment dans ce secteur-là, j'ai envie de dire que moi, j'aurais le plus d'expertise et du coup, je peux vous en parler beaucoup plus largement. Aujourd'hui, le hors-réseau chez Engie, c'est réalisé à travers 3 filiales qui développent à la fois des kits solaires domestiques, qui sont Phoenix International, Mobisol, et l'entité Engie Power Corner qui va développer les mini-réseaux. On est regroupés tous au sein d'une entité qui a été récemment créée, Engie Energy Access, qui permet vraiment de tirer parti de la complémentarité de l'ensemble de ces solutions-là pour pouvoir servir au mieux les différentes populations hors réseau complet ou alors les populations qui sont dans des zones où le réseau est déficient, notamment dans des zones urbaines où il n'y a pas assez de disponibilité d'énergie et qui ont parfois des problématiques de délestage. En termes aujourd'hui, cette entité Engie Energy Access est présente dans 9 pays en Afrique et on a aujourd'hui plus de 1 million de bénéficiaires avec plus d'1 million de bénéficiaires dans ces 9 pays-là. Et notre ambition à l'horizon 2025, c'est 20 millions de bénéficiaires dans plusieurs pays, avec notamment dans le secteur du mini-réseau, plus de 1000 mini-réseaux construits et opérationnels dans les différents pays africains où nous serons présents. En termes de projets concrets, par exemple, si je prends les kits solaires domestiques avec un pays, par exemple, qui est proche du Togo, dans lequel peut-être la majorité des jeunes aujourd'hui qui nous écoutent se trouvent, on a le Bénin, en fait. Au Bénin, on a une expérience de développement des kits solaires domestiques avec notre filiale Phoenix International Bénin depuis 2 ans maintenant. Ce projet-là a permis de fournir l'énergie à plus de 90 000 ménages au Bénin, avec plus de 170 emplois créés, les emplois directs, et environ 1000 agents qui travaillent pour cette entreprise-là pour apporter le kit solaire dans tous les ménages, dans toutes les zones les plus reculées des zones rurales du Bénin. Donc, concrètement, voilà quelques chiffres. Et si je regarde la branche mini-réseau, par exemple, aujourd'hui, c'est 13 mini-réseaux en opération dans 2 pays qui sont la Zambie et la Tanzanie. Nous fournissons l'énergie à plus de 3000 bénéficiaires aujourd'hui, plus de 3000 familles et entrepreneurs, parce que dès qu'on parle de mini-réseau, on parle d'usage productif également qu'on va pouvoir alimenter. Et cette activité a permis de créer plus d'une trentaine d'emplois directs, j'ai envie de dire, plus d'une 50aine d'emplois directs dans ces 2 pays-là,
avec de nouveaux pays qu'on développe actuellement, qui sont le Bénin, avec le premier mini-réseau qui est en cours de construction, le Nigeria, où on développe un projet pilote également, et l'Ouganda, où on va construire un gros mini-réseau qui représente, on va dire, à l'échelle de ce qu'on appelle généralement un mini-réseau, on peut dire que c'est quasiment 10, en fait, puisqu'on est sur des centrales de plus de 600 kilowatts qui vont permettre d'alimenter une île de plus de 3000 personnes. Donc, voilà concrètement quelques exemples de projets que nous réalisons en Afrique. Voilà. Alors, donc, continuer. Je ne sais pas si je peux continuer ou bien. Oui, tout à fait, professeur. Parce que vous m'avez donc donné la parole à la suite de celle de Mme Keke. Alors, d'abord, moi, j'aimerais repréciser que Kia Energy Group, c'est une petite entreprise comparée à Engie, hein, mais une entreprise qui fait ses pas. Nous avons 5 ans d'existence. Kia Energy Group, en 5 ans, nous avons 40 employés permanents et à peu près une quarantaine non permanents, et surtout des jeunes, des femmes, avec qui nous faisons le pari d'apporter des solutions concrètes, adaptées aux réalités qui sont les nôtres. Alors, quelles sont nos réalités? Nos réalités sont très simples. Il s'agit, n'est-ce pas, de donner l'électricité à un prix abordable à des populations qui sont pour la plupart démunies et qui sont des agriculteurs, des gens qui ont des activités hors bureau, on va dire, et donc avec des systèmes de financement à des taux très élevés en Afrique. Alors, comment nous nous insérons dans cette problématique? Eh bien, tout à l'heure, Mme Keke a bien parlé des kits solaires et a parlé des mini-centrales. Eh bien, les kits solaires, très bien pour la préélectrification, accessible à ces populations, mais ne contribuent pas directement à leur activité principale, qui est soit l'irrigation ou la transformation agroalimentaire. Et elle a dit, je vais utiliser les mini-centrales parce que ça va permettre peut-être de faire ces applications. Et c'est le cas dans certains endroits. Eh bien, nous nous insérons entre les deux. C'est-à-dire, nous nous disons, il faudrait que le bénéficiaire puisse avoir la capacité d'abord d'acquérir son système et de pouvoir l'utiliser d'abord pour ses activités professionnelles. Il faut faire de l'irrigation solaire aujourd'hui. Nous ne pouvons plus continuer à faire l'agriculture comme il y a 200 ans. Il faudrait moderniser cela. Donc, ça passe par l'irrigation, ça passe par la transformation agroalimentaire, donc apporter concrètement des unités qui soient en adéquation avec ces besoins-là. Exemple concret, nous avons développé donc depuis maintenant 4-5 ans ce que nous appelons les groupes électrosolaires. D'ailleurs, la BOAD, dont le représentant là nous a primé il y a 2 ans comme entreprise innovante grâce à ces groupes électrosolaires, qui sont des unités solaires comprises entre 1 kW et 20 kW maximum, qui sont des systèmes mobiles qui peuvent être utilisés pour plusieurs applications. Je donne un exemple. L'agriculteur a son champ solaire dans sa ferme agricole. Le système étant mobile, le cœur du système étant mobile, c'est-à-dire les onduleurs, les batteries, il l'amène au champ pendant la journée, il irrigue son champ. Le soir, il peut rentrer avec son système et alimenter sa maison avec. Et mieux, pendant qu'il fait son irrigation, il a une table de recharge de téléphone mobile et il peut charger jusqu'à 30-50 mobiles par jour, où chaque recharge de téléphone, il reçoit 100 francs en contrepartie. Donc, c'est des systèmes qui s'adaptent très bien à nos besoins. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de centres de santé qui ont besoin d'être électrifiés. Avec la pandémie COVID-19, nous avons clairement vu la nécessité de répondre concrètement à ces centres de santé qui sont loin de tout, dont un mini-réseau n'est pas rentable à ce niveau et donc difficile pour, on va dire, que ce soit les institutions nationales ou internationales, de financer ces genres d'ouvrages. Donc, nous sommes dans ce créneau d'apporter la solution la plus adaptée aux besoins qui sont sur le terrain. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Et nos ambitions sont très claires. Nous voulons avoir en charge chez nous un développement
semi-industriel qui va pouvoir fournir jusqu'à 5000 unités d'irrigation solaire. Dès l'année prochaine, nous couvrons la sous-région. Nous travaillons au Mali, nous travaillons au Burkina, au Bénin, au Togo. Donc, nous voulons créer l'ambition auprès de la jeunesse, leur donner la capacité d'innover localement et surtout leur donner la possibilité de travailler pour la transition énergétique qui est nécessaire aujourd'hui pour le développement de nos pays. Voilà un peu ce que je peux dire en attendant les autres points. Merci. Merci, Monsieur Azuma. Alors, je retiens deux thématiques dont nous venons d'aborder, qui est l'impact des ENR sur la création d'emplois, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et la deuxième que vous venez de soulever, Monsieur Azuma, qui est la problématique de l'adaptation, en fait, aux réalités locales, que moi je traduirai avec mes mots, qui est l'adaptabilité des nouvelles technologies sur les ENR aux usages et quelle que soit la nature des usages et quels que soient les territoires dans lesquels vous êtes. Puisque M. Eli Aloko vient de nous rejoindre, cher Eli, pouvez-vous, en rebondissant sur les propos de M. Azuma, nous dire, puisque vous êtes à la Banque africaine de développement, la BOAD, la Banque africaine de développement de l'Afrique de l'Ouest, nous dire à aujourd'hui le métier, votre métier et notamment votre métier tourné vers les énergies renouvelables et nous donner un ou deux exemples concrets des réalités de réalisation que vous avez financées, parce que vous êtes quand même un financeur, et l'impact qu'il a eu sur la création d'emplois. Et je demanderai juste, après vos propos, à M. Karabo de nous donner, par exemple, sur son expertise de l'organisation du syndicat des énergies renouvelables, à peu près des métriques, des données économiques de création d'emplois autour de cela. Et j'aimerais après qu'on revienne sur les difficultés opérationnelles concrètes que les uns et les autres au niveau terrain, que ce soit une petite structure comme la vôtre, Monsieur Azuma, ou une grosse structure comme Engie, ou même la banque, et que vous rencontrez, qu'on puisse échanger autour de cela. Eli? Oui, merci. J'ai suivi au fait toutes les interventions, mais ma caméra avait un souci technique. Très bien. Et que j'ai trouvé très intéressant. Et merci aux panélistes pour leur contribution également. Donc, je suis à la BOAD en tant que directeur de l'environnement et de la finance climat. Donc, la BOAD, c'est la Banque de développement ouest africaine qui couvre les 8 pays de l'UEMOA. Donc, je vais plutôt donner peut-être une perspective sur le côté banque de développement et financement de l'énergie. Donc, dans un contexte africain, on connaît bien les statistiques, un continent très fort en potentiel. D'après IRINA, l'Afrique a peut-être environ 310 gigawatts de potentiel énergétique dans le renouvelable. On sait très bien également qu'il faut aussi bien au niveau du off-grid que dans l'énergie renouvelable connectée au réseau, près de 90 milliards de dollars par an à investir. Donc ça, c'est quand même colossal si on devrait développer le secteur. Et l'énergie, c'est un des secteurs clés de la BOAD. Nous avons déjà eu à financer plus de 78 projets dans le secteur et avec près de 825 milliards d'engagements dans le secteur. Donc, nous sommes très actifs, mais particulièrement au niveau des énergies renouvelables, c'est encore une priorité très forte. Donc, actuellement, nous avons une stratégie qui également cible les énergies renouvelables. Donc, dans notre nouveau plan stratégique que nous avons dénommé le plan Joliba, où nous avons des ambitions très centrées également dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique, dans les énergies renouvelables, où nous avons l'ambition de développer plus de 380 mégawatts, par exemple, d'énergie propre d'ici 2025. Et la banque également s'est beaucoup investi dans la mobilisation de la finance climat. Donc, nous sommes accrédités auprès de 3 fonds climat, les plus gros fonds climat de la Convention des Nations Unies dans la lutte contre les changements climatiques, où nous avons concrètement fait 3 projets
Donc, tout récemment, nous avons bouclé donc la mobilisation d'un financement de 75 millions d'euros. Donc, le coût total du projet au Sénégal, c'est un projet d'électrification rurale, est d'à peu près 198 millions d'euros. Donc, c'est vraiment électrifier 1000 villages avec 100% du solaire et des batteries, même sans du diesel. Donc, c'est juste là que va l'ambition. Et ce projet vient d'être bouclé, donc nous allons rapidement, au cours de l'année prochaine, commencer le financement et l'exécution de ce projet. Nous avons également un programme en cours actuellement, comme il y a des développeurs qui sont connectés, qui vise à promouvoir l'énergie solaire dans le secteur privé, que nous avons également mobilisé auprès du Fonds vert. Donc, c'est une facilité qui permet de faire du blending pour avoir des taux de sortie assez compétitifs pour la bancabilité des projets solaires connectés au réseau. Et en plus de cela, nous avons également d'autres instruments qui sont impliqués et également de l'assistance technique pour aider les États dans la mise en œuvre. Donc, pour résumer, aujourd'hui, les grands challenges, c'est qu'il faut vraiment accélérer ce pipeline de projets bancables, aussi bien dans le off-grid que dans les projets connectés au réseau. De deux, il faut que les banques de développement il faut mobiliser le secteur financier qui soit beaucoup plus proactif dans le financement et il faut des facilités de développement de projets, ce qui est très clé, et pour pouvoir amener ça on-stream, voilà, pour que cela soit finançable. Ça, c'est une très grande difficulté que nous avons en ce moment. Et également mettre sur place des plateformes de garantie. Et pour finir, à part les banques de développement, il faut également avoir des réflexions sur comment mobiliser les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, seulement l'Afrique, on a près d'1 trillion de dollars qui sont dans nos fonds de pension et les compagnies d'assurance. Comment catalyser ce capital? Ce sont des réflexions également que nous avons en cours pour pouvoir justement subvenir aux besoins colossaux en matière d'investissement dans le secteur. Donc, je m'arrête là pour l'instant, juste pour donner cette perspective du challenge au niveau de la mobilisation de la finance. Merci beaucoup, Monsieur Aloko. Je rebondis donc en résumé, accélération du pipeline de l'ensemble des projets pour qu'ils soient bankable, si je puis me permettre, et l'accélération, ou en tout cas la syndication des moyens de financement pour pouvoir obtenir les financements qui sont autour de cela. Mais si je reprends avec mes mots, l'argent existe, l'argent est présent, mais il faut savoir bien le gérer. Je me tourne vers Monsieur Karabo, qui nous a écoutés depuis tout à l'heure. J'aimerais savoir et partager avec nos autres panélistes les difficultés aujourd'hui que les membres, vos membres en France, qui sont des spécialistes de l'énergie, ont rencontrés pour que justement les projets qu'il y a aujourd'hui au niveau local en Afrique, pour voir s'ils rencontrent les mêmes problèmes, pour qu'on puisse voir quelles sont les difficultés, mais aussi les solutions à apporter. Monsieur Karabo. Merci, Monsieur Piaka. D'abord, je voulais juste vous répondre sur la partie des créations d'emplois et des ratios. Oui. Donc, selon l'IRENA, en 2019, dans le monde, on avait 11,5 millions de personnes qui travaillaient dans les énergies renouvelables, avec environ 32% de femmes. Donc, il y a aussi la question du genre qui est prioritaire, et des ratios qui s'échelonnent entre… Alors, on parle en mégawatts installés, mais on est, en fonction de la technologie, entre 14 emplois à 20-25 emplois créés par mégawatt installé. Et pour la plupart, ce sont des emplois locaux, non délocalisables, et d'où une stratégie amont à laquelle a participé, et j'ai eu la chance d'être invité à plusieurs reprises à Lomé par la BOAD dans le cadre des réflexions stratégiques, et notamment en novembre dernier, lors d'un atelier régional sous l'égide de l'UEMOA et de la CEDEAO.
un des points clés qui a été relevé par les différents experts était justement la création d'emplois et de filières locales liées au développement de ces énergies renouvelables. On a vu avec le témoignage de M. Azuma qu'on a effectivement d'un côté une priorité d'accès universel à l'énergie, qui fait partie des objectifs onusiens, objectif de développement durable numéro 7, avec dans beaucoup de pays africains, notamment le Togo, des objectifs de 100% à échéance. Vous me corrigez, M. Azuma, mais il me semble que c'était aux alentours de 2030. 100% d'électrification pour les pays. Et de l'autre côté, l'énergie centralisée. Comment est-ce qu'au sein d'un pays, l'énergie qui va être injectée sur le réseau électrique, comment est-ce qu'on le décarbone et comment est-ce qu'on remplace des moyens fossiles par des moyens renouvelables. Donc, pour en revenir à… donc, il y a effectivement ces deux champs à investiguer quand on est jeune et quand on souhaite se diriger vers les énergies renouvelables, à savoir, parce que tout en étant proche, il y a quand même certaines spécificités, notamment quand on parle de financement, notamment quand on parle de technologie, quand on parle de… Monsieur Azuma, on a très bien parlé de développement d'activités économiques suite à l'arrivée de l'énergie. Il faut accompagner tout ça, accompagner le changement pour que le modèle puisse être auto-soutenu, ou en tout cas qui puisse être durable. Donc, on a vraiment ces deux champs à investiguer. Et si je reviens sur les travaux avec la BOAD, effectivement, il serait intéressant de réfléchir à un audit des compétences qui existent au sein des pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on est capable, nous, d'apporter en termes d'emploi local, en termes d'industrie, en termes de services liés à une ferme solaire connectée au réseau, liés à la construction de kits solaires, liés à un mini-réseau. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter? Et derrière, avec les bailleurs de fonds qui sont les principaux financeurs, de calibrer les exigences des appels d'offres en termes d'emploi local pour éviter qu'on puisse avoir des investisseurs qui arrivent avec la main-d'œuvre, les produits et qui, derrière, réalisent clairement leur cahier des charges, mais qui, excusez-moi l'expression, ne laissent qu'au pays l'électricité à bas coût, renouvelable et rien d'autre, alors que ces énergies sont des moyens spectaculaires de développer des compétences locales, de monter, d'accroître ces compétences pour que, in fine, elles puissent être auto-appropriées par les acteurs locaux. Et si je reviens sur votre question, le principal obstacle, en fait, il y en a plusieurs. On a la chance de piloter avec l'AFD, l'Agence française de développement, et l'ADEME, un groupe de travail national français sur l'accès à l'énergie, dont d'ailleurs la conférence annuelle vient de se terminer aujourd'hui à 15 heures. Et on a pu, donc avec une centaine d'acteurs, aussi bien secteur privé, bailleurs de fonds, ONG, régions, ministères, réfléchir sur ces différents obstacles. Ça nous a pris 2 ans pour élaborer notre livre blanc qui est paru fin septembre, que vous pourrez mettre à disposition. Vous le trouverez sur le site de l'ADEME et du syndicat des énergies renouvelables. Donc avec presque une centaine de propositions qui sont classées sous 4 priorités. La première, c'est l'importance de l'impulsion politique, l'importance du cadre réglementaire contractuel. C'est assez compliqué de s'inscrire à contre-courant d'une volonté politique. Donc, il y a de toute façon cette nécessité d'avoir des politiques ambitieuses en matière d'énergie renouvelable, en matière d'accès à l'énergie, et sans faire offense aux autres pays de la région, le Togo, en matière d'accès à l'énergie, fait office d'exemple, et d'ailleurs,
on a cité la programmation et la stratégie qui a été mise en place sur l'accès à l'énergie au Togo comme un exemple à suivre. En tout cas, c'est relevé par beaucoup d'acteurs du secteur privé et de nombreux bailleurs de fonds comme étant une stratégie vraiment à prendre pour exemple. Donc, l'influx politique, ou en tout cas la direction que peut donner le politique et derrière toutes les ramifications au niveau des directions de l'énergie. 2, la coordination entre acteurs. Ça a été soulevé à plusieurs reprises. Acteurs de différents secteurs, secteur privé, bailleurs de fonds, ONG et acteurs de différents horizons. Nord-Sud, Sud-Sud. En tout cas, sur la partie accès à l'énergie, mais comme sur l'énergie centralisée, les projets ne peuvent pas être durables, acceptés, si on n'a pas cette pluralité d'acteurs engagés dans la définition et l'implémentation et ensuite la vie du projet. Le troisième axe, qui est un peu le nerf de la guerre, c'est le financement. Comme l'a dit monsieur Azuma, les projets d'accès à l'énergie sont difficilement autosuffisants. Madame Keke pourra témoigner du retour d'expérience sur les mini-grids d'Engie en Tanzanie, qui était sur ce modèle 2, on va essayer de mettre en place un modèle qui se passe de subventions. On se rend compte qu'on y arrive, mais on n'est pas encore à ce niveau-là et qu'on a besoin de ce soutien des bailleurs de fonds, de ce soutien public pour déployer ces projets. Le coût des solutions technologiques baisse de plus en plus. Le coût de l'énergie solaire a perdu 80% en l'espace de 5-6 ans. Le stockage est sur les mêmes courbes. Donc, on est, comme je dis, on est sur la bonne voie, mais il y a tout un modèle soutenable qu'il convient derrière de soutenir, j'allais dire, ou en tout cas sur lesquels on ne peut pas encore se passer de subventions. Sur l'énergie centralisée, là, on est sur un autre paradigme. Vous avez tous regardé la presse spécialisée avec les records mondiaux qui sont battus, pas dire tous les mois, mais pratiquement tous les 2 mois sur les coûts des contrats énergie renouvelable. Là encore, il y a une centrale au Salvador, bon, elle est développée par un de nos membres, mais bon, une centrale au Salvador qui a battu du record sur du solaire photovoltaïque avec stockage, qui pose un coût en dessous des $45 du mégawattheure. Donc, on est solaire plus stockage en dessous des 45 € ou $45 du mégawattheure. Les derniers projets solaires au Portugal, on n'est pas loin des 11-12 € du mégawattheure. Donc, on est vraiment sur cette énergie compétitive. Et là, se pose la question qui rejoint un peu le point numéro 1, de dire, est-ce que derrière, il n'y aurait pas matière à réfléchir sur un transfert de certaines subventions des énergies fossiles vers du renouvelable. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, le financement, en fait, comme l'a dit monsieur Aloko, les milliards sont là, en tout cas, que ce soit les bailleurs de fonds, la BOAD, la Banque africaine de développement, la KfW, l'AFD. Rien que pour l'AFD, l'année dernière, il y a eu 3 milliards d'euros investis dans les énergies renouvelables et l'accès à l'énergie. Donc, les liquidités sont là. Ce qui manque, et ça c'est plutôt la vision secteur privé, ce qui manque, c'est des mécanismes de garantie qui vont venir alléger le coût du financement. Parce qu'avec cette baisse des matériaux, les panneaux solaires, le stockage, les éoliennes, etc., on se rend compte que le coût du financement prend de plus en plus d'importance dans le coût du kilowattheure rendu à l'utilisateur. Et qu'une manière de faire baisser
ce coût du financement, c'est de proposer des garanties supranationales. Ces contrats qui sont des contrats de long terme. Après, la question de l'accès à l'énergie, de l'off-grid, là aussi, c'est un champ à investiguer. Mais pour le connecté réseau, on est assis sur des contrats de long terme avec, en général, ce qu'on appelle des off-takers, ou en tout cas, des acheteurs qui sont institutionnels ou semi-institutionnels. C'est la compagnie d'électricité nationale, béninoise, togolaise, ivoirienne, sénégalaise, qui va contractualiser avec le développeur de ce projet sur une durée de 20 ans et lui dire, bah, écoutez, voilà, sous réserve que vous me fournissez la qualité d'électricité prévue dans le contrat, bah, moi, je vais vous la racheter à tel tarif pendant la durée du contrat. Ce sont des contrats sur 15-20 ans et derrière, effectivement, il y a toujours le risque de dire, oui, mais moi, financeur, moi, je suis banque commerciale, ou même bailleur de fonds, ou branche privée de bailleurs de fonds, qui va me garantir que dans 10 ans, 12 ans, la compagnie d'électricité, elle sera toujours là, elle sera pas en faillite, il n'y aura pas une nationalisation de votre ferme solaire et que je ne verrai jamais, moi, le remboursement de mon emprunt, sachant que ces projets-là sont financés à 80%, grosso modo, par de la dette bancaire. Et donc, là, il y a un rôle important à jouer de la part des bailleurs de fonds sur ces mécanismes de garantie qui vont venir non pas financer, mais juste assurer le contrat sur sa durée, laissant le champ au secteur privé, aux banques commerciales qui regorgent de liquidités, de pouvoir financer ce type de projet. Donc, le financement, c'est la troisième clé de voûte de cette politique. Et la dernière, c'est l'innovation, parce que l'innovation est essentielle, on l'a vu dans l'accès à l'énergie avec tous les systèmes de compteurs intelligents, de pay as you go, voilà. Donc c'est vraiment ça qui va aussi insuffler à la fois ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire, bah, écoutez, il y a 5 ans, ce n'était pas possible. Maintenant, on peut aller électrifier ce village. On peut, derrière, proposer des appareils électroménagers efficaces pour pouvoir aussi jouer sur production d'électricité, efficacité énergétique. Et donc, cette innovation, et l'ADEME et l'AFD ont lancé 2 appels à projets coup sur coup sur justement pour financer des projets d'accès à l'énergie basés sur l'innovation et sur les renouvelables. C'est le même schéma de pensée pour la cuisson, hein, la cuisson propre, hein, le clean cooking, qui est aussi une des priorités pour l'Afrique au regard des conséquences sur la santé et sur la déforestation. Mais voilà, l'innovation, c'est aussi, je dirais, le 4e pilier sur lequel nous pouvons travailler. Et pardon, le continent africain regorge de pépites, de start-up. Vous avez des témoignages lors de ce sommet qui contribuent justement à cette innovation dans nos secteurs. Merci beaucoup, M. Karabo. D'ailleurs, la notion d'innovation, je perçois la notion nécessaire d'ailleurs de l'importance de la digitalisation et du numérique. Je souhaiterais poser la question à Mme Keke. Est-ce qu'elle partage aujourd'hui au quotidien les obstacles ou la 4 typologies des obstacles dont vous venez de parler? Et ensuite à M. Azuma pour lui aussi partager les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Madame Keke. Oui, merci. En effet, je partage tout à fait les 4 typologies qui viennent d'être présentées. En fait, aujourd'hui, la question, M. Karabo parlait de la question du transfert des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Oui. En fait, aujourd'hui, cette question ne se pose plus. Effectivement, il faut le faire parce que c'est tout à fait ça la transition énergétique finalement. Et au sein d'un groupe comme Engie, la transition énergétique, c'est quoi? Ça peut se résumer dans la stratégie qu'on appelait la stratégie des 3D, c'est-à-dire la décentralisation, la digitalisation et la décarbonisation.
En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on veut être leader dans le développement des énergies neutres en carbone. Et donc, pour ça, on accompagne nos clients, que ce soit des grands groupes concerts dans le domaine du B2B ou les plus petits clients. On accompagne nos clients dans une utilisation moindre de l'énergie. Et donc, ça permet de fait de réduire leur empreinte carbone. En ce qui concerne la décentralisation dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de notre positionnement très fort, surtout en Afrique aujourd'hui, où on veut être leader vraiment dans le domaine de l'énergie hors réseau, où on a une déficience, en tout cas, des réseaux nationaux. Et pour ça, on développe du coup les différentes technologies dont on a parlé un peu plus tôt. Et en termes de digitalisation, aujourd'hui, tout cela est rendu possible parce qu'effectivement, il y a le développement de tout ce qui est numérique, le paiement par mobile money dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre de réduire de façon très importante les coûts opérationnels et également permettre d'avoir une meilleure productivité, parce qu'on va pouvoir faire du monitoring à distance de différents équipements, que ce soit dans le hors réseau ou pour les installations qui permettent d'injecter dans le réseau. Donc, tous ces aspects sont vraiment très importants. Monsieur Karabo a également parlé de l'enjeu financier. Effectivement, on partage tout à fait. Alors, je vais peut-être corriger sur le point concernant nos mini-réseaux en Tanzanie. Nous, les mini-réseaux, on les développe grâce à des financements, des subventions, en fait. Aujourd'hui, si on n'a pas plus que 13 mini-réseaux en opération, c'est justement parce qu'on rencontre de grosses difficultés pour mobiliser, en tout cas, les financements nécessaires au développement de cette technologie-là. Donc, aucun de nos mini-réseaux n'est fait complètement sur fonds propres, en tout cas à l'échelle. C'est absolument essentiel, effectivement, de pouvoir disposer des ressources financières. Comme les différents intervenants le disaient, les ressources sont disponibles. En fait, il faut juste pouvoir les allouer aux bons endroits, au bon moment. Et c'est tout cela qui va permettre d'avoir un mix énergétique, finalement, qui va être réussi. Parce que en réalité, ce qui est vraiment important à l'échelle d'un pays, c'est de pouvoir faire une planification, développer un plan directeur qui va être le plus équilibré possible pour permettre de fournir l'énergie dans les différents territoires en fonction du besoin de ces territoires. On ne va pas traiter les grandes villes ou les zones périurbaines comme on traiterait un village dense ou un village éparse, comme le disait M. Azuma tout à l'heure. Il y a une multitude de solutions technologiques et des innovations qui existent aujourd'hui qu'on peut utiliser pour développer les énergies renouvelables et développer le mix énergétique en Afrique afin de permettre le développement économique des différents pays africains. Mais pour ça, il faut vraiment une planification qui soit la plus efficiente possible. M. Karabo a souligné le plan directeur d'électrification, le plan directeur développé au Togo depuis 2018. Effectivement, c'est un plan qui est très ambitieux, qui fait complètement sens. Aujourd'hui, avec une réglementation également qui va permettre des incitations financières, des incitations fiscales et douanières qui permettront de réduire le coût de l'énergie produite pour les utilisateurs finaux. Par contre, peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'accélération dont on parlait tout à l'heure. Une fois que le plan est défini, il faut le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, il faut effectivement que tous les acteurs autour de la table puissent travailler ensemble, chacun dans son domaine d'expertise. Et ce qu'on constate souvent, malheureusement, aujourd'hui, ça, c'est l'expérience que nous, on a, par exemple, dans le développement des mini-réseaux, c'est que parfois, des institutions débordent un peu, on va dire, de leur champ de compétences, ce qui ne facilite pas toujours l'efficience et puis l'accélération de ce développement qu'on attend tous et qu'on espère tous pour le bien des territoires africains et pour le développement également du marché de l'emploi, parce que les énergies renouvelables, c'est vraiment une source très importante de gisement d'emplois et des emplois très locaux, parce que à toutes les échelles, on a besoin de différentes compétences et des compétences à la fois qualifiées avec dans des métiers très techniques, bien entendu, mais également des compétences pas forcément qualifiées. Je pense notamment à toutes ces infrastructures qui sont développées au fin fond des différentes localités où on a besoin ne serait-ce que de tout ce qui est sécurisation, en fait. Rien que pour ça, c'est très important, c'est parce que ça représente des investissements colossaux sur lesquels il faut veiller, je dirais ça comme ça. Et
Et au-delà, en fait, des entreprises même ou des développeurs et des entreprises qui développent ces énergies-là, l'emploi est également créé à travers le développement du tissu économique local, en fait, ce qu'on essaye de faire. Quand on fait un mini-réseau, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, nous, dans notre stratégie au sein d'Engie, on fait un mini-réseau dans des localités, c'est pour permettre le développement économique de ces localités. On créera de l'emploi local, certes, mais également de l'emploi indirect, parce qu'on va permettre à des entrepreneurs locaux de pouvoir développer des activités. On leur garantit la disponibilité de l'énergie. Monsieur Azuma le redisait tout à l'heure, ce qui est important finalement pour le développement économique, c'est la disponibilité et la fiabilité de cette énergie-là pour que les autres métiers autour, que ce soit l'agriculture et autres, puissent se développer de façon efficace. Et vraiment, c'est ça qu'on espère tous. Et en tout cas, c'est ce pourquoi Engie travaille ardemment. Merci. Merci, Madame Keke. Au-delà de la fiabilité et la disponibilité, il y a aussi la qualité du fluide, donc de l'énergie qu'on produit pour que 2 ans plus tard, on n'ait pas des problèmes. J'entends, par rapport à ce que disait M. Karabo, la volonté politique. J'entends ici qu'il y a la volonté politique, certes, mais il faut la planification de cette volonté politique pour qu'elle puisse se mettre en œuvre. J'aimerais redonner la parole à M. Azuma, puisque on met en pratique la meilleure pratique du Togo, mais aujourd'hui, il est dans un village au Mali. Le Togo, il est présent là-bas. Est-ce que vous rencontrez des problèmes réglementaires, politiques, des obstacles de financement ou d'innovation d'ailleurs, vous-même, de manière concrète? Merci beaucoup, Monsieur Piaka. Merci à tous les intervenants. J'aimerais d'abord souligner que je suis au Mali ponctuellement. Comme je l'ai dit, notre entreprise est à Lomé, je suis togolais, mais nous travaillons dans la sous-région parce que je pense que le niveau d'échelle est très important. Je vais en parler tantôt. J'ai beaucoup apprécié les 4, on va dire, points pertinents développés par M. Karabo. J'aimerais ajouter un 5e et puis revenir commenter sur 2 de ces points. Et c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale de tout ça, c'est la disponibilité des ressources humaines locales de qualité. Donc, les compétences. Les compétences. Les compétences locales. C'est très important à la fois pour les questions d'innovation, même pour les questions de financement. Alors, j'aimerais aussi que nous prenions l'Afrique ou le Togo tel qu'il est et non tel qu'on souhaite qu'il soit. Qu'est-ce que je vais dire par là? D'abord, moi, je me réjouis aujourd'hui que dans nos pays, notamment, je prends le cas du Togo, les politiques sont engagées, c'est très clair. Il y a 3 ans, 5 ans, on n'a pas cette lisibilité dans l'action de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est fait. Même en termes de planification, je pense que le Togo a une bonne planification. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons aujourd'hui des kits qui sont distribués à des endroits épars et des mini-réseaux qui se construisent. Nous avons des grandes centrales aussi qui se construisent. Et tout ça intégré au réseau existant pour pouvoir donner l'accès aux services énergétiques. C'est pour ça que non seulement le plan togolais est ambitieux, mais est réalisable. Donc ça, on peut le dire très clairement. Alors, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pose problème très clairement nous, ce que nous vivons tous les jours? C'est que dans cette planification, il n'y a pas de priorisation. C'est-à-dire, le Togo ou l'Afrique est essentiellement agricole. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons nos populations qui vivent majoritairement dans les milieux ruraux. Plus de 60-65% de nos populations vivent en milieu rural. L'activité économique, qui est l'épine dorsale des économies africaines, c'est l'agriculture. Et donc, pour moi, dans cette planification, d'amener les solutions aux problèmes africains, on doit privilégier l'agriculture. On doit donner les moyens à notre agriculture de se moderniser par le solaire, à travers l'irrigation, à travers les transformations agricoles qu'on doit faire localement, la transformation de ces produits. Nous ne devons plus fonctionner avec des produits saisonniers. Nous devons avoir, par exemple, de la tomate à tout moment de l'année, au même prix quasiment, parce qu'on a de l'eau pour faire l'irrigation de ces cultures. Je pense que c'est cette priorisation aussi des solutions à apporter qui pose problème. Je suis d'accord avec M. Karabo quand il parle d'innovation.
Et cette innovation, nous ne devons plus être dans l'attente des solutions qui doivent venir du Nord, forcément. C'est ce que moi, je lance l'appel à la co-construction des solutions innovantes localement. Je vous dis, je vous parle à partir d'une commune rurale alimentée au solaire. Nous venons de faire l'inauguration de cette mini-centrale entièrement au solaire. Donc, il y a des choses que nous vivons sur le terrain que Madame Keke de Paris ne peut pas bien percevoir. Je suis désolé, mais parce qu'elle a beaucoup d'expérience avec NJ et avec nous, nos expériences localement, nous pouvons co-construire des solutions africaines. Et nous, en tant qu'experts africains, nous n'allons plus attendre. Il faudrait que nous développons des solutions plus adaptées, plus innovantes, qui doivent être intéressantes pour nos partenaires du Nord, de manière à ce qu'ils se disent à un moment donné, allons travailler avec nos partenaires du Sud. On doit forcer ce partenariat. Le transfert de technologie, je pense que c'est un vieux mot. Il faut qu'on laisse ça de côté et que nous regardons les choses. Nous regardons l'Afrique avec sa jeunesse qui vient, qui a des compétences qu'il faut faire avec. Parce que autrement, on va mettre des mini-centrales qui ne vont pas servir à l'économie, à l'épine dorsale des économies africaines. Après 2 ans, tout le monde est parti. Il va falloir les maintenir. Il va falloir changer les choses quand il va y avoir des problèmes liés à certains composants. Qui c'est qui va le faire? Nous sommes en pleine pandémie COVID-19. Si nous n'avons pas la capacité d'innover, d'avoir une certaine indépendance dans l'apport des équipements pour les solutions énergétiques en Afrique, eh bien, vous avez vu que pendant une bonne période, les avions ne circulaient plus, les bateaux non plus. Eh bien, qu'est-ce que ces systèmes vont devenir lorsqu'on va être dans des situations comme ça? Donc, moi, je pense que la transition énergétique ne doit pas être un effet de mode. Et ça ne l'est pas pour l'Afrique. C'est une nécessité de développement. Et donc, considérées comme telles, les solutions que nous devons apporter doivent être durables, doivent garantir eh bien, que ces systèmes vont fonctionner dans la durabilité, en fonction des besoins, en fonction des priorités. Nous faisons des grandes centrales. Mais pourquoi on fait les grandes centrales? Est-ce que c'est pour l'industrialisation de nos pays? Il faut que ça s'affiche clairement. Nous allons faire centrale de 50 MW, c'est pour les industries qui vont s'implanter parce que majoritairement, c'est eux qui vont l'utiliser. Mais est-ce que c'est pour les agriculteurs? Non. Qu'est-ce qu'on peut donner aux agriculteurs? Peut-être pas des mini-centrales aussi, parce que les agriculteurs, ces mini-centrales ne peuvent pas aller dans leurs champs qui sont épars, etc. Peut-être qu'il faut, ce que nous appelons les groupes électrosolaires, qui peuvent acheminer dans leurs champs plus facilement et qui peuvent financer peut-être eux-mêmes avec leurs revenus. C'est surtout ça qu'il faut faire, permettre aux gens de s'approprier les systèmes eux-mêmes, d'être capables de les acquérir de façon flexible. On parle de transfert d'argent par mobile money. C'est une flexibilité qui aujourd'hui s'impose à nous tous. Nous utilisons que les transferts d'argent par téléphone mobile beaucoup plus aujourd'hui en Afrique. Donc, il faut qu'on regarde ces aspects, ces priorités et qu'on puisse développer, co-développer des systèmes qui s'adaptent très bien à ces besoins pour que ça ne soit pas un effet de mode, pour qu'on ne dise pas après 10 ans, oui, la transition énergétique a été et que bon, aujourd'hui, on retourne à autre chose. Je vais finir par l'exemple de téléphonie mobile. On a réussi avec la téléphonie mobile en Afrique à désenclaver complètement les zones rurales, les différentes zones qu'on ne pouvait pas autrement atteindre avec les réseaux filaires. Eh bien, ça doit nous parler. Quel est le modèle technologique, financier qui a permis à réaliser cela? Et qu'est-ce qui a fait que les populations africaines ont adopté la téléphonie mobile beaucoup plus que d'autres populations ailleurs? L'énergie est sur le même modèle. On peut faire l'énergie sur le même modèle, on doit le faire. Et pour cela, je prends nos banques de développement, ils doivent comprendre certains niveaux d'échelle, d'accompagnement. Nous n'avons pas les mêmes capacités qu'NJ. Il faut innover aussi dans l'ingénierie financière. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas financer les startups africaines comme les startups européennes où on prête l'argent à des taux beaucoup plus bas, avec des conditions de garantie qui sont là. Nous sommes dans un autre schéma où l'argent est cher, on veut prendre cet argent pour faire des procédés à des populations qui n'ont pas les moyens de posséder ces technologies. Donc là aussi,
il faut de l'innovation. Il faut de la formation à ce niveau pour comprendre que le paradigme doit changer technologiquement et financièrement parlant. Voilà un peu ce que moi je voudrais apporter. Nous avons le défi de former les gens localement sur tous ces enjeux. Nous avons le défi de répondre aux besoins de financement qui sont les nôtres en tant qu'entreprise locale. On ne peut pas durablement faire ces systèmes, ces énergies renouvelables s'il n'y a pas une bonne dose d'entreprises locales qui sont compétentes, qui accompagnent les politiques en la matière. Nous devons co-construire cela avec les entreprises étrangères, mais les entreprises étrangères seules ne pourront pas garantir la durabilité de ces ouvrages. On se connaît déjà par rapport à d'autres projets par le passé, et cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous devons apporter notre part à ce développement, à cette transition énergétique. Merci, Monsieur Azzouma, de vos propos engagés, propres et passionnés que nous partageons tous. De la planification, nous sommes passés à la nécessité de la priorisation qui revient à votre débat de tout à l'heure sur l'adaptation en fait en fonction des segments industriels des différents pays et des différents territoires. Quand vous parlez de co-construction, je crois que M. Carabo tout à l'heure le signalait dans son deuxième axe, il parlait de coordination interacteur nord-nord, nord-sud, sud-sud et avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Permettez-moi, M. Azzouma, de dire que de défendre, non pas Engie, mais Mme Keke, je peux vous assurer qu'Engie, même depuis Paris, elle maîtrise parfaitement les enjeux et les besoins et les attentes au niveau local. Cela étant dit… Excusez-moi, sans vouloir vous couper, si je puis juste me défendre personnellement. Je vous en prie, je vous en prie. Et après votre défense, Mme Keke, je passerai la parole à M. Aloko sur la problématique du financement et la notion d'innovation nécessaire pour permettre justement aux différents projets sur les ENR de devenir réels et réalité. Je vous en prie, Mme Keke. Oui, juste pour bien préciser, en fait, donc Engie Power Corner Bénin, c'est bien une entreprise béninoise, en fait. Donc, en fait, c'est pas Madame Keke de Paris, c'est bien une entreprise 100% béninoise dont on parle là. Et les différents projets dont je vous ai parlé, notamment les projets de notre entité Engie Energy Access, ce sont des entreprises purement africaines, en fait, qui sont créées. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 2000 emplois dans 9 pays en Afrique, comme je disais tout à l'heure. Si je prends encore l'exemple précis du Bénin, plus près du Togo, puisque pour l'instant, on n'est pas encore présent au Togo, on espère l'être à travers l'appel d'offres sur les mini-réseaux. Donc, on a créé des entreprises locales. Au Togo, au Bénin, aujourd'hui, on a une entreprise qui fait des kits solaires, qui a développé de l'emploi local, 170 personnes en emploi direct, puis de 1000 collaborateurs en emploi indirect des agents. Et pour Engie Power Corner Bénin, aujourd'hui, pour l'instant, c'est 4 emplois locaux qu'on a, et avec des entreprises aussi, notamment des entreprises de construction locale avec qui on travaille pour la construction de nos mini-réseaux. Et en termes d'opération, vous parliez tout à l'heure de construire des mini-réseaux et dans 2 ans ne plus être disponible, ne plus être là et partir. En fait, non. La stratégie d'Engie, elle est vraiment sur le long terme parce que les mini-réseaux qu'on construit, justement, c'est des investissements qu'on fait pour 20-25 ans pour lequel nous, l'importance en fait de la chose, c'est de pouvoir justement faire l'opération. La maintenance et l'opération, c'est tout l'enjeu en fait de ces projets-là, de mini-réseaux notamment, et c'est là sur ces axes-là que nous nous positionnons. Merci. Merci. Belle transition pour M. Aloko. Vous avez entendu les débats et les différents échanges. Le troisième axe, financement des projets, qui est apparemment, dans le monde industriel, on appelle ça un point de blocage. Quelles sont les solutions innovantes, vous, en tant que financier, vous proposez à nos jeunes qui vous écoutent, mais aussi aux développeurs qui sont ici présents, que ce soit Engie ou Kia Energy, à ce stade? Votre micro ne fonctionne pas, M. Aloko. Votre micro. Oui, merci, je l'avais fermé. Non, j'ai écouté toutes les différentes perspectives et je les trouve très intéressantes. Et je vais également peut-être donner ma propre pensée en termes de
de modèles de financement innovants, peut-être qui seraient plus adaptés pour l'Afrique. Mais je vais d'abord commencer par ce que je pourrais catégoriser comme les grands projets. Hein, et après, bon, on peut réfléchir un peu sur comment financer les petits projets qui ont un impact beaucoup plus profond et qui correspondent aux besoins de nos entrepreneurs et de nos populations. Donc, sur les grands projets, je pense que beaucoup avait déjà été dit. Aujourd'hui, au niveau des banques de développement ainsi que la BOAD, même au niveau de la BOAD, nous sentons le besoin d'être plus compétitifs dans nos financements. Et ça, c'est un challenge. Aujourd'hui, pour lever des ressources sur le marché, tout dépend de votre credit rating, donc de votre notation. Hein, et la BOAD est dans la sous-région, donc la seule à avoir, par exemple, un credit rating investment grade, à part peut-être les autres multilatérales comme la BAD et EFC basée au Nigeria, on a la DBSA basée en Afrique du Sud. Donc, c'est pas évident. Hein? Donc, les taux sur les marchés Eurobond, nous-mêmes, on les a plus chers que ce que d'autres partenaires, donc les banques multilatérales hors de l'Afrique peuvent lever. Donc, c'est pour cela que nous avons constamment des réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait vraiment pouvoir mobiliser ces enveloppes de ressources qui pourraient nous permettre d'aller encore plus long terme dans nos financements, mais également avec des taux plus compétitifs et plus abordables. Et c'est pour cela que nous avons vraiment, comme je l'avais dit, mis beaucoup d'efforts dans ces partenariats avec les fonds climat, où nous avons mobilisé déjà au total près de 136 milliards de francs CFA. Et nous allons continuer cette poursuite-là, donc dans ce modèle de blending. Mais non, il faut, au niveau des plateformes de garantie, hein, et ça, c'est vrai qu'on ne devrait pas attendre que ce développement vienne d'ailleurs, mais je pense que au niveau des pays développés, eux-mêmes doivent changer leur réflexion. Hein? Aujourd'hui, quand on leur dit, par exemple, faire une plateforme de garantie de 10 milliards de dollars, qui va pouvoir peut-être catalyser 50 milliards en financement, on en parle, mais ce n'est pas encore là. Hein? Donc, de manière vraiment organisée, ces plateformes-là ne sont pas encore là. Donc, je pense que les pays développés devraient eux-mêmes réfléchir donc sur leur approche. Nous, de notre côté, en tant que banque de développement, nous pouvons développer ces produits-là de garantie pour réduire le risque. Et c'est ce qui va permettre justement à nos entreprises dans les énergies renouvelables de pouvoir bénéficier des taux plus compétitifs et plus intéressants. On peut le faire avec les banques locales, on peut également le faire avec d'autres types de structures de financement. Hein. Mais non, à part ces plateformes-là, hein, donc de garantie ou de syndication, on devrait également réfléchir sur comment faire ce qu'on appelle du de-risking. Donc, pour vous donner un exemple, nous travaillons dans des projets qui sont très risqués. Nous pouvons essayer de résoudre ce problème de bankabilité des off-takers, des compagnies d'électricité nationales, soit en partenariat avec d'autres acteurs, hein, donc que ce soit la Banque mondiale avec la MIGA ou d'autres compagnies d'assurance sur le continent. Hein, c'est des risques qu'on maîtrise et qu'on comprend de plus en plus. On pourrait structurer ce type de garantie également pour rendre les projets bancables. Et nous pouvons également développer une politique de pôle énergétique. Donc là, par exemple, actuellement, nous sommes dans le forum Desert to Power avec la Banque africaine, avec la BAD, qui vise 10 gigawatts dans les pays du G5 Sahel, par exemple. Et avec vraiment l'objectif d'amener en synergie tous les acteurs, hein, que ce soit du public, donc nos États, le privé. Et c'est une très bonne approche.
parce qu'il y a certaines zones qui ont plus de potentiel solaire. Maintenant, si on devrait le faire à une très grande échelle, il faudrait réfléchir également sur la distribution, investir également dans le réseau. Parce qu'on parle beaucoup de production, mais on ne parle pas trop de réseau. Donc, l'investissement doit se faire à ces deux niveaux. Maintenant, rapidement, peut-être pour totalement changer de gamme, je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, pour les énergies renouvelables et le volet innovation, on manque d'instruments, aussi bien au niveau national que dans le privé, comme des fonds de venture capital, par exemple. J'ai eu le plaisir de quand même regarder ce qui se fait ailleurs, puisque j'ai quand même vécu quelques années en Corée, par exemple. Et là-bas, l'innovation est encouragée. Hein, les pays ont des fonds spéciaux où on accompagne un entrepreneur donc du niveau start-up, hein, ou du niveau où il atteint la croissance et du niveau où il atteint l'échelle élevée. En Afrique, on n'a pas beaucoup de mécanismes comme ça pour accompagner les entrepreneurs, mais c'est hyper efficace. C'est comme ça qu'ils ont développé les géants qu'on a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on prend des industries comme l'automobile, mais la Corée, c'est eux qui sont derrière les Kia, les Hyundai, d'autres groupes. Dans le soleil, ils ont également des industries, des compagnies qui sont parmi des groupes comme Hanwha, etc. On peut également le faire, mais il faut ces mécanismes-là beaucoup plus appropriés pour accompagner l'innovation. Mais ça, c'est ce qui manque au fait. Nous, les banques de développement, on a du mal à aller à cette étape un peu micro, à moins que ce soit vraiment à travers des fonds d'investissement. Mais je pense qu'au niveau des pays, il y a cette réflexion-là à avoir. Au niveau du transfert de technologie, je pense que donc au niveau de l'énergie renouvelable, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis ouvert quand on parle de transfert d'énergie, par contre, de transfert de technologie, mais il faut le faire dans des modèles de joint ventures. Hein? Pas qu'on reçoit, on apprend à utiliser. Hein? Il faut développer des joint ventures. Dans le secteur de l'agriculture, par exemple, quand vous allez dans des pays asiatiques, même quand on prend l'Inde, hein, ou quand on prend la Corée, mais c'est très bien développé. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Si on veut développer les technologies localement, le gouvernement ou les pays investissent, mais en joint venture pour former des compagnies locales qui peuvent produire ces technologies. Dans le secteur agricole, le potentiel est énorme. Nous, par exemple, nous sommes en train de développer notre stratégie où la banque se fixe un objectif d'avoir 25% de ses engagements dans la lutte contre les changements climatiques, ce qui est quand même un changement de paradigme, hein, parce qu'on va également croître nos investissements dans les 5 prochaines années, d'ici 2025, hein, où on espère cibler certains secteurs clés. C'est vrai qu'il y a les énergies renouvelables, mais il y a également l'agriculture. Donc, comment amener toutes ces technologies dans le secteur agricole, c'est des questions qui nous préoccupent. Même également dans la planification urbaine, quand on parle de bâtiments verts, efficacité énergétique, villes vertes, c'est également un autre domaine qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on ouvre les différentes opportunités, aller dans un modèle de croissance assez vert, et c'est ce qui va permettre d'élargir le champ de financement disponible. Et donc, il y a beaucoup d'instruments que l'on peut utiliser, mais c'est vrai que quand on regarde ce qui est disponible au niveau micro, on a moins d'instruments qu'au niveau macro, où les banques de développement sont beaucoup plus actives. Et donc, c'est ces réflexions-là qu'on devrait avoir. Et nous sommes ouverts, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas de les partager parce que nous sommes toujours en réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait favoriser cette création d'emplois qui est, au fait, le premier pilier de notre plan Joliba. Sans création d'emplois, il n'y a pas de développement parce qu'il n'y a pas le niveau de vie reste faible, il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'incitation aux grandes compagnies de s'installer.
Donc, tout commence par la création d'emplois et pour les jeunes, je pense que le secteur de l'énergie renouvelable offre plusieurs opportunités, mais il ne faut pas le voir simplement sur le point de vue production. Hein, ça touche tous les secteurs du développement durable. Donc, voici en quelque sorte quelques perspectives sur lesquelles je voulais élaborer également. Monsieur Piaka, est-ce que vous me permettez de dire deux choses par rapport aux propos de M. Aloko? Alors, M. Azuma, très rapidement, parce qu'il est de bonne compagnie qui ne se quitte. Et ensuite, de vos propos, pour faire la transition, parce que je vous rappelle que vous avez 800 jeunes qui vous écoutent, hein, au Togo et dans la sous-région. Et donc, je demanderai, pour conclure juste après vous, à M. Karabo, si vous aviez une phrase à destination de ces jeunes qui vous écoutent, vous allez-y. Et que chacun s'exprime et on finira par les propos honneur aux dames à la fin par Madame Keke. Allez-y, Monsieur Azuma. Bon, ça veut dire que c'est mon mot de fin en même temps ou j'aurai mon mot de fin? Bon, écoutez, d'abord, je remercie M. Aloko d'avoir développé un peu la panoplie, on va dire, des produits qu'ils ont à leur niveau. Mais il y a quelque chose qui me gêne, parce que la BOAD, c'est la banque de l'UEMOA, entre griffes, et l'UEMOA encourage l'innovation locale. Aujourd'hui, le monde entier est d'accord qu'il faut qu'il y ait des compétences localement pour pouvoir apporter des solutions locales. Je ne comprends pas pourquoi, au sein d'une telle institution, on ne peut pas, par exemple, avoir une ligne pour l'innovation, même si les pays ne l'ont pas, quitte à ce qu'ils prennent des parts dans les startups. Je ne comprends pas pourquoi la banque ne peut pas parier sur des entreprises qu'ils jugent. À cette entreprise, on voit que l'idée est prometteuse, nous pouvons prendre des parts, on discute et ils financent, ils accompagnent les banques. Sinon, quand est-ce que nous allons avoir des dragons africains? Quand est-ce que nous allons avoir les NJ africains? Quand est-ce que nous allons avoir les Schneider africains? Il faut qu'à un moment donné, ça commence quelque part. Et moi, je parle pour tous ces jeunes-là qui nous écoutent. Parce que nous ne pouvons pas continuer à critiquer l'extérieur. Nous ne pouvons pas continuer à tendre la main à l'extérieur si nous-mêmes, nous ne prenons pas l'engagement de commencer quelque chose. Et je pense que les banques, nos banques doivent comprendre cela. Tant qu'il n'y aura pas de risques au niveau de nos banques, eh bien, nous ne pourrons pas développer l'entrepreneuriat, nous ne pourrons pas faire durablement cette transition énergétique. Je n'ai rien contre l'énergie, Madame Keke. Je suis en train juste d'illustrer des propos parce que Engie, je suis désolé, le grand groupe est français. Après, il rapatrie ses intérêts en France. Je suis désolé, c'est quelque chose qui est connu, je n'invente rien. Je vous renvoie au livre Le Capital du 21e siècle j'oublie le nom, allez, ça va revenir, et qui montre… Piketty. Voilà, Thomas Piketty, qui montre clairement qu'en Afrique, nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Nous avons les grands groupes qui viennent faire leur business et rapatrient tout. Nous ne pouvons pas continuer sur des schémas comme ça. Je parle pour cette jeunesse-là. Je voudrais que cette transition énergétique soit enfin une occasion pour que le Nord, si il veut vraiment accompagner l'Afrique, le fasse véritablement dans un esprit de co-construction, mais que le Sud compte sur lui-même d'abord. Sur cette compétence à la fois financière, nous avons nos banques, soit on les ferme ou bien elles existent, elles doivent prendre en considération ce qui est les besoins de cette jeunesse africaine, ce besoin aussi de s'exprimer à travers l'innovation technologique, à travers le développement d'autres outils pour ces besoins. Et j'aimerais dire à nos jeunesses que la transition énergétique, il ne faut pas qu'ils considèrent cela comme étant un effet de mode. Il faut que notre jeunesse s'approprie cela. Clairement, c'est une nécessité. Nous avons besoin de faire cette transition énergétique pour faire des progrès sur le plan socio-économique. Et la formation est la clé de voûte. Le Togo a bien compris ça. C'est pour ça, d'ailleurs, à travers le projet présidentiel CISO, nous avons fait la formation de 3000 techniciens
qui sont aujourd'hui répartis sur toute l'étendue du territoire, où dans chaque village, on peut rapidement avoir appel à un technicien pour fixer ceci ou pour installer cela. C'est très important. On devait accompagner ces aspects-là localement avant de prétendre aussi aux autres de venir nous aider. Il est vraiment primordial. Je vais finir par la priorisation. Je réinsiste sur la priorisation. La BOAD a dit tout à l'heure, nous allons accompagner G5 Sahel pour 10 gigawatts. Mais c'est pour qui ces 10 gigawatts? C'est pour quel développement? Est-ce que c'est pour nos agriculteurs? Moi, je le dis, je le répète, tous les rapports des grandes institutions disent clairement que l'économie africaine, c'est l'agriculture. Nous avons plus de 70% des gens qui œuvrent dans ce domaine en Afrique. Nous devons penser à eux prioritairement. Lorsque vous voulez faire des grandes centrales, je suis désolé, mais je suis sûr que si on réveille Thomas Edison aujourd'hui en Afrique, eh bien, il va se dire, mais on tombe sur la tête. Moi, j'ai fait la centralisation parce que la houille était en un endroit, le charbon était il faut produire, transporter, distribuer. Nous avons une ressource distribuée. Nous avons des besoins distribués. Pourquoi toujours penser la grande centralisation qui va imposer des moyens de transport, de distribution? Pourquoi le faire? Alors, si c'est pour les industriels, disons-le clairement. Donc, c'est quel niveau de priorité on a pour ça? Pour moi, aujourd'hui, le niveau de priorité numéro 1, c'est l'agriculture. C'est l'irrigation, c'est la transformation locale de nos produits agricoles. Le développement à la base commence par là. Et donc, nos banques doivent comprendre ça et apprendre à financer à petite échelle. C'est par là qu'on va commencer. Il a cité la Corée du Sud, que j'aime bien, parce qu'ils ont commencé par ces niveaux de développement et ils ont fait des champions. Donc, je souhaiterais qu'on puisse prendre cela en considération pour notre jeunesse qui a tant besoin de ne plus traverser la Méditerranée pour chercher l'Eldorado ailleurs, si nous les aidons à construire l'Eldorado ici, au Togo, en Afrique tout entière. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos engagés. Une autre fois, M. Aloko, vous aurez l'occasion, de toute façon, même si on termine dans 5 minutes, là, de continuer nos échanges autour de ça. M. Azuma, permettez-moi de vous dire, je ne réponds pas à la place de M. Aloko, mais vous savez, il existe quand même aujourd'hui des structures de financement et on voit bien la croissance de fonds d'equity ou de fonds d'infrastructure africains, d'origine africaine, qui aujourd'hui se développe sur la sous-région, sur lequel vous pouvez aller présenter l'ensemble de vos projets. Mais je vous donnerai, si vous le souhaitez, les coordonnées de toutes ces personnes. Ça pourrait être extrêmement utile. Le dernier mot pour chacun d'entre vous. Monsieur Azuma, vous ne reprenez pas la parole. C'est fait. Monsieur Karabou, à vous, votre message pour la jeunesse togolaise et la jeunesse de l'Afrique subsaharienne sur les énergies renouvelables et la création d'emplois. Merci. Merci, Monsieur Piaka. Effectivement, je rejoins en grande partie ce que Monsieur Azuma vient de dire, sachant qu'il faut prendre garde de ne pas opposer les énergies renouvelables centralisées aux énergies renouvelables décentralisées. Ils sont complémentaires. Les énergies centralisées ne sont pas uniquement à destination des industriels, elles sont là également pour pouvoir remplacer des ressources historiquement fossiles qui sont chères, obsolètes et émettrices de gaz à effet de serre. Donc, les deux doivent être planifiés de concert parce qu'elles ont chacune leur valeur ajoutée. Là où je reviens, j'ai peut-être un petit peu digressé sur mes 4 piliers. Je reviens sur l'axe et la stratégie, notamment dans ces ateliers de réflexion avec la BOAD sur l'importance du contenu local. Effectivement, si derrière le régulateur ou le bailleur de fonds ou le gouvernement ne présente pas des règles du jeu claires en introduisant un niveau minimal de contenu local dans les différents appels d'offres et les différents contrats, on aura probablement le chemin le plus facile qui sera employé par les répondants à ces appels d'offres, qui sera de pas forcément faire appel à des ressources locales.
Donc là encore, et pourtant bon, j'ai la casquette syndicat professionnel français, mais là encore, et ça a été fait dans de nombreux pays. Ça a été fait au Brésil, ça a été fait en Turquie, ça a été fait en Afrique du Sud. Là encore, il y a une réflexion à mener sur l'audit des capacités locales. Qu'est-ce qu'on est en mesure, nous, d'apporter sur la chaîne de la valeur de ces projets d'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau d'interaction avec les parties prenantes, décideurs publics, il y a des choses à faire. Et avec sensibilisation de ces décideurs, de fixer ces taux minimal imposés de contenu local. Parce que derrière, c'est l'élément qui va enclencher un cercle vertueux de dire on fait appel à des ingénieurs, des techniciens, des financiers locaux qui vont venir participer au projet. Pourquoi pas, ça a été proposé dans certains appels d'offres en Afrique australe, pourquoi pas ajouter une brique sur la formation, c'est essentiel, pour continuer à accroître les compétences locales. Donc, je réponds à un appel d'offres, et je m'engage aussi à co-construire avec une université locale un cursus sur l'accès à l'énergie, sur le développement économique, sur l'énergie centralisée. Mais derrière, on a cette impulsion sur la durabilité de l'emploi, qui sont les emplois locaux non délocalisables, pour que, in fine, derrière, les pays peuvent s'approprier totalement cette transition énergétique. Intrinsèquement, les énergies renouvelables sont des énergies délocalisées. Délocalisées, c'est-à-dire qu'on les installe, on ne va pas comme sur le fossile avoir un forage dans un pays, un gazoduc qui va amener le combustible ou l'énergie fossile dans un autre. Là, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse doit être installée dans le pays qui va l'utiliser en priorité. Et donc, intrinsèquement, ce sont des énergies locales qui donc appellent créatrices d'emplois, on l'a déjà dit, beaucoup plus en ratio, beaucoup plus que les énergies conventionnelles, et qui donc vont faire appel à de l'emploi local. Donc, il faut essayer d'avoir une vision, alors ce terme est un peu galvaudé, j'aime pas trop l'employer le terme d'holistique, mais il faut avoir une vision assez globale et une coordination, on a parlé encore, entre les acteurs, cette fois-ci locaux, pour qu'on puisse, dans un premier temps, utiliser, et je mets ça entre guillemets, en tout cas, utiliser les ressources humaines locales qui, on l'a vu, en start-up, en innovation, en compétences, sont énormes. Donc ça, je m'adresse aux jeunes. En parallèle, créer des formations soit en propre, soit en collaboration avec d'autres pays de la sous-région ou des pays du Nord ou des pays d'Afrique de l'Est aussi qui, sur certains points, notamment sur l'accès à l'énergie, sont assez en pointe, pour que derrière, on puisse avoir ce vivier de compétences locales et un cadrage de ces appels d'offres pour nos investisseurs étrangers s'ils souhaitent investir, construire une centrale solaire ou diffuser des kits ou des mini-réseaux ou des pico-réseaux, mais d'imposer ce contenu local minimum qui pourra absorber justement et faire en sorte qu'on ait clairement une participation active locale à cette transition énergétique. S'il y a bien une opportunité avec ce type d'énergie, c'est vraiment de développer une filière locale tout en étant réaliste, parce que des exemples comme l'Algérie, notamment sur des
des taux de contenu local déconnectés de la réalité ont montré que ça peut être aussi contre-productif, parce que derrière, vous ne développez pas du tout d'énergie renouvelable si vous fixez des taux complètement aberrants de la réalité. Mais il faut quand même qu'on puisse amorcer la pompe au travers de ces appels d'offres en fixant ce contenu local minimum. Donc, c'est un peu un travail avec différents canaux à différents niveaux sur, effectivement, audit, identification des compétences locales, positionnement sur la chaîne de la valeur, formation, et puis l'aspect réglementaire sur les appels d'offres. Merci beaucoup, Monsieur Karabo. Madame Keke, 30 secondes, et Monsieur Aloko, 30 secondes pour conclure. Allez, parce qu'il nous faut passer à la table ronde numéro 2 qui s'impatiente pour que nos jeunes se transfèrent de l'autre côté. Madame Keke. Merci. Donc, je rejoins complètement tout ce qui vient d'être dit sur le contenu local. Donc, une fois de plus, en termes de conclusion, je vais juste préciser que Engie Energy Access en Afrique, c'est des emplois essentiellement locaux, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Aujourd'hui, on crée de l'emploi en local parce qu'un mini-réseau qu'on doit opérer, par exemple, sur 20 ans, 25 ans, on ne peut pas le faire depuis l'étranger, en fait. On le fait de façon très locale. Et quand je dis local, c'est même à l'échelle carrément des villages, parce qu'on crée de l'emploi dans les villages dans lesquels on s'implante. Et notre ambition avec le développement de nos mini-réseaux, c'est vraiment de développer l'activité en dehors de notre sphère énergétique, c'est de développer l'activité locale, c'est-à-dire permettre aux entrepreneurs locaux, les femmes notamment, de développer une activité industrielle qui va leur permettre de développer de la valeur pour elles et pour leur famille et pour leur communauté. Voilà ce que je peux dire en termes de conclusion. Merci. Merci. Monsieur Aloko. Oui, donc en conclusion, je voulais simplement réitérer l'engagement de la BOAD à accompagner les promoteurs qui sont actifs dans le domaine des énergies renouvelables. La banque, aujourd'hui, dans sa vision, a des ambitions plus hautes dans son plan Joliba pour intervenir dans ce secteur. Et pour les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, c'est un consensus assez clair que nous allons tous dans des perspectives, je dirais, de croissance verte et durable. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour la jeunesse d'innover, d'oser, parce que c'est ce qui fera de nous le pôle des champions de demain. Donc, la BOAD est là, aussi bien que pour les NJ de ce monde ou que la compagnie de M. Dekia, de M. Azuma. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas. Et également, c'est le même message aux jeunes qui nous écoutent. C'est la transition énergétique. C'est l'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, dans nos financements, nous créons des emplois indirects comme directs. Et d'ici 2025, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer. Merci. Merci beaucoup. Madame Laurence Keke. Merci, Monsieur Cyril Karabo. Merci, professeur Yao Azuma, pour la richesse de nos échanges engagés. Mais dans la vie, il faut être engagé. La transition énergétique et les ENR, il y a encore 10 ans, 15 ans, il y avait des combats, et aujourd'hui, nous n'aurions peut-être pas les mêmes débats. Et aux jeunes africains, et notamment togolais, je leur dis, les ENR sont durables. Voilà, c'est une réalité, elle est durable, et c'est une opportunité extraordinaire pour développer votre employabilité et votre capacité d'entrepreneurship pour que nos projets, que l'Afrique puisse avancer et que les ENR s'installent durablement et de manière rentable. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci à vous, les jeunes, que vous nous avez écoutés, et on laisse la place à la table ronde numéro 2, et à très bientôt. Merci.